Bienvenue à tous sur cette analyse d'ouvrage Les dossiers de la CIA sur la France, écrit par Vincent Nouzil dans Le secret des présidents. C'est l'histoire de la Ve République au regard des archives secrètes américaines, c'est extrêmement intéressant. On est dans la partie sur De Gaulle, la première partie de cette œuvre. Et je vous rappelle comment elle est organisée, avec en regard les présidents américains quasiment tout le temps, deux chapitres où le regard c'est Dwight Eisenhower, un chapitre avec Kennedy, un chapitre sur les affaires intérieures françaises, l'affaire algérienne, etc. 5 chapitres durant lesquels De Gaulle est président pendant que Lyndon Johnson est aux États-Unis, et les deux derniers chapitres avec Richard Nixon. Donc nous avons vu dans la vidéo précédente le détail de ces archives secrètes à propos de la présidence de Gaulle sous celle de Dwight Eisenhower. Je vous invite à consulter cette vidéo qui est d'un extrême intérêt. Et nous allons voir aujourd'hui le chapitre 3, De Gaulle-Kennedy. On va principalement se concentrer sur la visite de Kennedy en France et les coulisses un petit peu de ce sommet. En introduction, j'aimerais vous présenter rapidement John Fitzgerald Kennedy un petit peu à ma façon. Je rappelle qu'il a été président du 20 janvier 61 au 22 novembre 63. Il n'a pas pu aller à la fin de son mandat puisqu'il a été assassiné, tout le monde le sait. Voilà, donc il faut le savoir quand même, au moment où il a été élu, le plus jeune président américain jamais élu, puisqu'il a 43 ans à cette époque-là. C'est quelqu'un qui a à son actif un acte de bravoure lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il était marin sur un navire dans le Pacifique, son navire a été coulé, et selon beaucoup de témoins, voilà, il a fait preuve de grande bravoure, il est allé sauver des camarades à lui piégés, bloqués dans l'épave du navire, au péril de sa vie. Donc voilà, on peut pas lui enlever quand même que c'est quelqu'un qui a eu un certain courage. C'est quelqu'un qui a d'importantes douleurs et problèmes de dos, et ça c'est quelque chose de majeur, puisque vous savez, si vous suivez mes vidéos déjà sur la Deuxième Guerre mondiale en particulier, que j'essaie d'analyser l'histoire au regard des influences que peuvent avoir les substances que l'on prend, que ce soit des médicaments, que ce soit des drogues. Comme elles modifient le comportement des individus, elles peuvent expliquer des comportements, des ordres, des attitudes, et finalement expliquer beaucoup de choses que les historiens, je trouve en règle générale, ne considèrent pas, cet aspect-là des choses. Donc moi en tout cas j'essaie de le faire. Et ça provient directement de sa fiche Wikipédia. Pour soulager ses douleurs, il reçoit régulièrement des injections de cortisone, de novocaïne et de stéroïdes. Il prend également des amphétamines. Ce cocktail médicamenteux lui permettant de déployer une énergie hors du commun et d'assouvir une libido hyperactive. Alors, désolé pour ces détails, c'est la citation Wikipédia, mais voilà, encore une fois, je trouve que ça peut expliquer beaucoup de choses, de comprendre que les individus prennent des médicaments, prennent des drogues. C'est quelqu'un qui a gagné son élection de justesse contre Nixon. Nixon, c'était le vice-président d'Eisenhower. C'est vrai que De Gaulle et Eisenhower se respectaient, ils étaient camarades de guerre durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est des hommes qui sont fondamentalement structurés. Pourquoi je dis ça? Parce que Kennedy, il est élu dans une campagne où l'image et les débats ont une grande importance. Et donc, c'est la première fois peut-être dans l'histoire que quelqu'un est élu, alors que c'est pas la structure fondamentale de l'individu qui joue, mais sa capacité à donner une image sympathique et à gagner des débats où il y a finalement de la communication, des éléments, des outils marketing, des outils de relations publiques qui rentrent en cause. Et donc on a la forme qui s'impose par rapport au fond. C'est un peu une bascule dans l'histoire. Et c'est très intéressant de se positionner vis-à-vis de ça, et de voir quelles vont être les conséquences de cet état de fait jusqu'à nos jours. Parce qu'évidemment c'est immense aujourd'hui, le fond n'existe plus, il n'y a plus que la forme. Du coup, ce qui est important, c'est que Kennedy, dès cette époque-là, il est élu de justesse, il y a des soupçons de fraude, des soupçons d'aide mafieuse, notamment pour certains états clés. Il s'est vraiment passé à quelques voix près. Et tout le monde soupçonne un petit peu Kennedy d'avoir fait appel à des mafias locales qui ont réussi à tricher l'élection de façon subtile. C'est pas certain, mais c'est probable. Et ça nous donne un petit regard au passage sur l'élection Trump-Biden, qui est en ce moment où j'enregistre cette vidéo, où là les soupçons de fraude sont plus que légers. Là on est dans quelque chose de quasiment avéré. Bref, en tout cas, Kennedy a promis durant sa campagne de donner beaucoup d'argent au complexe militaro-industriel et à la CIA. C'est pas rien parce que à l'époque, le complexe militaro-industriel, c'est l'armement. Aux États-Unis, ça prend une importance géante de plus en plus. Et vous savez que Eisenhower, puisque là il perd la fonction de président, il s'en va, il a fait un grand discours dans lequel il lance un appel à la nation, un avertissement à la population américaine contre l'emprise de ce que lui-même appelle le complexe militaro-industriel, en disant faites attention, ce complexe qui promeut l'armement, et donc a intérêt à la guerre, prend de plus en plus d'importance dans le pays, dans la population américaine, dans les institutions américaines. Donc c'est très important, ce discours-là il est très célèbre, je vous le mets en description si vous serez l'écouter si vous voulez.
Maintenant que j'ai fait cette brève présentation de Kennedy, je vais basculer dans le cœur de l'ouvrage, la partie De Gaulle-Kennedy, les coulisses d'un sommet froid. La visite officielle est prévue pour le 31 mai 1961, et John Fitzgerald Kennedy va se préparer de façon très sérieuse à ce sommet qu'il envisage avec crainte et stress. Il anticipe les difficultés, et il a raison. Il faut savoir que quand même, c'est un novice aux yeux de De Gaulle, qui a 71 ans et qui a la stature de l'histoire que l'on connaît. Kennedy, c'est un produit marketing de 44 ans, pardonnerez, mais c'est quand même la vérité. Kennedy également, il a vaincu Nixon, vice-président d'Eisenhower, que De Gaulle respectait beaucoup. En plus de ça, avec les rumeurs de victoire sous fraude, bon, quelque part, ça part pas gagnant tout ça. Son voyage a un double objectif. Faire en sorte que De Gaulle se mette à fond vis-à-vis de l'OTAN, vous savez, la structure internationale, et renonce à la bombe atomique. Ils sont ambitieux, nos amis américains, et ils partent avec des objectifs plus que discutables. En attendant, ils vont pas partir avec des objectifs, ils vont partir avec de l'espionnage et des renseignements. Sur De Gaulle, je vous ai déjà dit que les Américains espionnaient énormément de personnes pour énormément de choses, des fois complètement inintéressantes, ils prennent un maximum d'informations. Donc, évidemment, là, l'espionnage sur De Gaulle va être massif, et je vous ai préparé une lecture là-dessus, vous allez voir, c'est impressionnant, hein, l'espionnage américain. Alors écoutez ça, je lis. La CIA s'est également penchée sur le connétable c'est De Gaulle, hein. Le connétable lui-même et sur son entourage. Plusieurs rapports transmis à la Maison-Blanche, puisés auprès d'agents bien introduits à l'Élysée, ont décrit par le menu le fonctionnement très étrange du cabinet présidentiel, dont les membres paraissent suroccupés, loyaux et assez maltraités, et peu influents. Parmi l'entourage de De Gaulle, personne n'essaie de s'arroger un peu du pouvoir du président. Nul n'a pareille vanité, a ainsi écrit un des agents de la CIA, le 14 avril 61. Aucun d'entre eux n'est réellement capable de décider une politique, même Debré. La seule exception est De Courcelles, secrétaire général de la présidence, qui est proche de Gaulle depuis la Seconde Guerre mondiale. Ensuite, il se renseigne sur sa santé. Et il conclut que la santé de De Gaulle est parfaite, encore mieux que quand il n'était plus en fonction. Ensuite, il se renseigne sur ses lectures, notamment, entre autres choses. Alors écoutez ça, vous allez voir à quel point il s'intéresse à De Gaulle. Ses lectures se concentrent actuellement sur l'histoire, des essais sur des questions sociales ou morales, et sur des aspects techniques, comme les travaux scientifiques sur les problèmes nucléaires. Un livre de Raymond Aron ou de Pierre Mendès France sur la France moderne serait lu par De Gaulle, tout comme un nouveau volume des œuvres de Winston Churchill. Incidemment, je peux imaginer De Gaulle lisant Profil d'un courage, écrit par John Fitzgerald Kennedy, avant que le président Kennedy lui rende visite en mai. Mais il serait caractéristique pour lui de ne pas mentionner l'avoir fait. L'officier de la CIA ajoute « Aucune idée d'une seule personne n'influence De Gaulle complètement. Il est impénétrable, inaccessible aux idées des autres, parce que ses impressions sont déjà forgées et qu'il sait où il veut aller. Mais il est intéressé par les opinions d'autrui. Et plus loin, De Gaulle ne recherche les faveurs de personne, absolument personne. » C'est très intéressant, vous savez, au-delà même de l'espionnage sur De Gaulle, parce que ça nous apprend un petit peu comment fonctionne une personnalité aussi immense que De Gaulle. Comment il se structure, comment il conçoit les choses, quels sont ses rapports avec les autres. Moi, je trouve que c'est absolument génial de lire ça. La situation intérieure inquiète De Gaulle. Une petite lecture. Donc les agents américains nous disent « Les risques d'un nouveau complot militaire existent en France, tout comme le risque d'une guerre civile conduisant les gaullistes à un affrontement avec les communistes. » Et donc, selon eux, ce danger obséderait De Gaulle. Ensuite, ils vont se renseigner auprès d'agents. Alors, Jean Monnet, pour ceux qui suivent l'histoire de l'Union Européenne depuis longtemps, ou qui écoutent mes vidéos, savent que Jean Monnet, c'est bon, c'est un agent américain, on en est certain. Donc là, on a encore les confirmations. Jean Monnet, donc, nous fait tout un rapport pour la CIA. Et donc, Jean Monnet dit ceci aux Américains. De Gaulle ne peut être convaincu de quoi que ce soit par un argument, mais il a une grande capacité à la fin à s'adapter à la réalité des faits. On poursuit, ils vont se renseigner auprès de Pierre Mendès France. Pierre Mendès France qui est sollicité par un mec à eux pour leur faire un portrait du général. Donc Pierre Mendès France le décrit comme un solitaire avec un grain de folie, qui aime les combattants. De Gaulle peut se vexer, mais il respecte la franchise. Sa volonté d'avoir une force nucléaire serait psychologique, pas rationnelle. Pour Mendès France, De Gaulle voit deux catégories de nations. Les supérieurs, qui ont des armes nucléaires, et les inférieurs, qui n'en ont pas. Sa vision de la France requiert qu'elle en dispose. Ils vont aussi se renseigner auprès de quelqu'un qui s'appelle Cyrus Sulzberg, qui est journaliste au New York Times, et on se demande bien pourquoi. Visiblement, De Gaulle lui confie certaines choses,
Et donc le reporter qui rapporte ces conversations à l'ambassade américaine a estimé que le diplomate Charles Bowen, apprécié par De Gaulle, pourrait faire un bon interprète lors des entretiens, donc il s'en servera pour choisir ça. De plus, il a suggéré à Kennedy de parcourir l'un des ouvrages phares du général De Gaulle, Le fil de l'épée, et de s'initier à la philosophie de Bergson, pour mieux comprendre la personnalité de son futur interlocuteur. Message reçu juste avant d'arriver à Paris, Kennedy a studieusement lu les passages des mémoires du général de Gaulle sélectionnés par ses proches. Bon, on a un Kennedy qui se prépare au plus possible, on l'imagine dans l'avion en train de relire vite des passages de philosophie de Bergson d'un côté, mémoire de guerre de Gaulle de l'autre, le fil de l'épée, voilà. Pour se préparer un peu, on a un Kennedy qui va arriver stressé, qui va arriver pas sûr de lui, avec des objectifs ambitieux face à quelqu'un qui représente une stature mondiale de l'histoire de l'humanité. Voilà, je vous ai mis lecture des passages des mémoires de Gaulle. Donc, maintenant, on va voir rapidement, si vous voulez bien, la rencontre. Le 31 mai 1961, Kennedy arrive en France. Et avant de vous restituer, grâce aux archives et à ce livre, le compte-rendu de cette rencontre qui est tout à fait excellent, j'aimerais vous livrer le non-verbal de Kennedy et de Gaulle à travers quelques images. Je vais vous passer 2 extraits pour vous montrer un petit peu les attitudes des uns et des autres. Voilà, le premier extrait, donc là c'est De Gaulle qui accueille Kennedy à Paris, face caméra, donc c'est des petits discours qui durent 1 minute chacun. Je vous demande de vous concentrer au-delà des propos, surtout Kennedy c'est pas traduit parce que c'est pas le but de la vidéo, surtout sur le paraverbal, le non-verbal, c'est-à-dire leur gestuelle, leur façon de se regarder. Vous allez voir, c'est très intéressant. Monsieur le Président, vous êtes en France le très bienvenu. Tout y concourt. Votre personnalité qui éveille chez nous la plus haute considération, votre qualité de président des États-Unis qui vous assure ici la meilleure amitié possible, les circonstances difficiles dans lesquelles se trouve le monde et qui portent nos 2 pays à concerter leur action. Et enfin, le fait qu'à vos côtés est la gracieuse Madame Kennedy. Monsieur le Président, à votre arrivée sur cette terre française qui jamais n'a connu les Américains autrement que comme des amis et des alliés, c'est avec joie que j'adresse à vous et aux États-Unis le très cordial salut de la France. Donc petite pause avant le discours de Kennedy, pour vous commenter le fait qu'on voit clairement que De Gaulle est très à l'aise à travers son ton, à travers ses regards, à travers sa gestuelle, ses mouvements de bras et de buste. On voit que finalement, lui-même met en avant les éléments de la campagne marketing de Kennedy précédemment. Il parle de la personnalité de Kennedy. Bah oui, c'est ce qui a été mis en avant pendant la campagne, à défaut du parcours, à défaut du fond, vous voyez. Eisenhower, on n'aurait pas parlé de sa personnalité, vous voyez, on aurait parlé de sa carrière. De commandant suprême des forces armées américaines en Europe durant la Seconde Guerre mondiale, c'est autre chose. Il parle de sa femme, vous voyez, mais on n'aurait pas parlé de la femme d'Eisenhower, personne ne connaît la femme d'Eisenhower en fait. On n'aurait pas parlé de la femme de Gaulle, comme ça. Donc pour conclure, on a d'un côté un De Gaulle très à l'aise à travers tout ce qu'il dégage, et de l'autre côté, un accueil de l'Américain via ce qui est connu de lui, à savoir des éléments de forme. Maintenant, on va passer à Kennedy, et là, on va pas écouter le discours en entier, c'est juste, je vous demande de regarder un petit peu sa gestuelle, puis je vais accélérer, vous verrez. General de Gaulle, members of his government, Madame de Gaulle, I want to express on behalf of my wife and myself our most generous appreciation of your welcome today. I come from America, the daughter of Europe, to France, which is America's oldest friend. But long before my country was born, French influence, French philosophy, French culture led the Western world to such a degree that the first American ambassador to Paris, Benjamin Franklin, could say. Bon, je mets pause pour commenter. On voit bien que ça n'a aucun rapport. Si Kennedy lance un tout petit et bref regard sur De Gaulle, concrètement, on dirait qu'il est planté dans le sol, il ne bouge pas. Il a des très légers rictus de la main droite. Quand il prononce phrase après phrase son texte avec des très légers mouvements de tête à chaque lancement de phrase. Donc cette gestuelle, elle fait penser à quelqu'un de stressé, quelqu'un qui est pas à l'aise, donc il bouge pas, il est concentré sur lui, il est raide,
comme si chaque mouvement était dangereux. C'est quelque chose de très animal, l'analyse instinctive comme ça de la gestuelle. Voilà, son ton est monotone, on voit bien que c'est plat tout le long, donc je vous ai accéléré, il y a rien de... il bouge pas comme ça pendant 2 minutes. Mais par contre la fin je trouve très intéressante, je vais vous la montrer, puis je vais vous la commenter très brièvement, vous allez voir, c'est assez étonnant ce qui se passe. Donc je vous le remontre, puisque ça va vite, avec des pauses, arrêt sur image pour qu'on comprenne bien. D'abord, quand il finit son discours, il commence par baisser fortement la tête. C'est évidemment un signe de soumission. Ensuite, il marche vers De Gaulle, il le regarde un petit peu, et en fait on voit qu'il commence à lever sa main, on pense qu'il va lui serrer la main, mais en fait si vous regardez bien, on voit qu'il essaie au départ, instinctivement, de mettre la main dans sa poche. Chose qu'il ne fait pas bien sûr, puisque De Gaulle commence à lui tendre la main, donc il tend la main, vous voyez ? Bon, il se serre la main, puis ensuite il rebaisse la tête. Et enfin, on voit qu'il a le mouvement pour remettre la main dans sa poche, et la vidéo s'arrête pile juste avant. Donc voilà, tout ça témoigne d'un manque de confiance et d'assurance en soi totalement évident. Je vous ai trouvé une autre vidéo dans laquelle on voit un petit extrait, c'est un reportage d'époque sur la visite de Kennedy à Paris. On voit De Gaulle devant un bâtiment qui attend Kennedy qui arrive derrière, et les journalistes sont devant. Le passage dure quelques secondes à peine, je vous demande pareil de vous focaliser sur la gestuelle de Gaulle et de Kennedy, et de regarder comme Kennedy est gêné, vous allez voir que là les mains dans les poches, il les met, et il va même plus loin, puisqu'on voit à quel point il se replie sur lui-même. Regardez ce passage tout à fait étonnant. Patience and solidarity in the Western Alliance. General de Gaulle could not have been more cordial. Press noted the cordiality of the meetings between the first families of France and the United States. Vous avez vu, De Gaulle se retourne pour le chercher du regard, il est complètement tourné, il a le dos à De Gaulle, il a les 2 mains dans les poches, il est complètement recroquevillé, penché en avant, presque en position fétale, vous voyez, il se recroqueville, on a l'impression qu'il a froid, qu'il est fatigué, qu'il est gêné d'être là. Et nous allons voir pourquoi, il est fondamentalement gêné d'être là. Donc, résumé des rencontres au sommet entre les 2 chefs d'État. Ça, on n'a pas d'image d'archives. Ça, on a des documents d'archives rapportés par Vincent Nouzil. Et donc, le premier sujet, c'est que l'attitude de l'URSS vis-à-vis de Berlin. Vous savez qu'on est en pleine crise de Berlin. Là, c'est le moment de la guerre froide assez tendu. Et donc, Kennedy est en plein doute. Il est en demande de conseil vis-à-vis de Gaulle. Il se demande comment il doit faire avec les Russes qui mettent la pression sur Berlin. Et De Gaulle, quant à lui, apparaît dans les archives très sûr de lui. De Gaulle dit à Kennedy, il faut jamais céder. Pourquoi ? Parce que tant qu'il n'y a pas la confrontation nucléaire, les Russes seront les plus forts. Toutes les étapes intermédiaires entre le fait qu'il ne se passe rien et la guerre nucléaire est à l'avantage des Russes. Puisqu'ils ont plus de troupes, ils ont plus de force, le système totalitaire permet une plus grande pression, donc une acceptabilité de la population plus importante. Donc De Gaulle, il dit jamais on cède. Il faut faire comprendre aux Russes que le moindre truc, ce sera égal à la guerre nucléaire. Comme ça, ils feront rien. Comme ça, on perdra jamais de terrain. Et parce que la guerre nucléaire, c'est impossible, quoi. Tout le monde meurt. Et du coup, Kennedy, lui, est pas sûr. Il dit ouais, après tout, je vais peut-être négocier. Donc on voit un Kennedy hésitant et on voit un De Gaulle absolument sûr de lui et en maîtrise de la situation. À propos du Laos et du Vietnam, là aussi, ils discutent et on voit que De Gaulle, en gros, lui fait part du fait que les Américains sont très mal engagés dans ces pays et que ça finira, selon lui, très mal. Que les Américains ont eu tort globalement de s'initier au Laos. Je vous passe les détails sur ce pays, plutôt le Vietnam, où là il dit que l'expérience française lui a montré que finalement, plus on envoie d'armes au Vietnam, plus la résistance vietnamienne sera importante, et plus ça finira en désastre, et de toute façon, c'est pas la solution pour faire basculer le Vietnam dans le camp occidental, donc De Gaulle dit clairement aux États-Unis que ça va être un bourbier et qu'ils ont vraiment tort d'y aller. Alors Kennedy est très surpris et dit non, on ne pense pas, la suite donnera raison à De Gaulle, évidemment. Autre sujet, la République dominicaine. Vous savez que le président, vous savez pas, le président Trujillo vient d'être renversé et assassiné, donc je crois que c'est l'année d'avant, enfin, c'est très, très récemment. Et Cuba, il vient d'y avoir, vous savez,
l'événement de la baie des Cochons, un débarquement soi-disant de Cubains. En fait, ils sont largement soutenus par la CIA, de façon publique, les États-Unis mentent en disant qu'ils y sont pour rien, et ça a été un véritable désastre, et Cuba a gagné. Donc, à partir du moment où Kennedy évoque ces sujets auprès de De Gaulle, Kennedy dit à quel point ça met de l'embarras dans les affaires américaines. Pourquoi ? Parce que c'est la doctrine Monroe. Vous savez, depuis 1898, en gros, les États-Unis considèrent que tout ce qui se passe en Amérique, nord, central, sud, c'est chez eux, c'est à eux, c'est eux qui s'en occupent. Et donc, en gros, depuis, tout ce qui s'y passe de près ou de loin, ils sont derrière. Et donc, à partir du moment où il évoque ça, De Gaulle en profite et dit « Non mais écoutez, si vous avez besoin d'aide, nous, on peut venir vous aider. » Et donc, à partir de là, c'est un camouflet diplomatique énorme. Kennedy passe pour un idiot, puisque, quelque part, il laisse une porte ouverte à l'arrivée des Français qui vont venir aider, et donc, en fait, à la chasse gardée américaine, il ouvre à une autre nation européenne, ce qui était l'interdit absolu des relations étrangères américaines depuis 1898, je vous ai dit. Donc, là aussi, du coup, il passe pour un nul, et il prête le flanc à ce que De Gaulle s'engouffre, évidemment il le fait direct. À propos de l'Afrique, alors Kennedy avait un grand plan, une grande idée. Il voulait arriver en proposant à De Gaulle, à propos de pays africains, des concertations mutuelles entre les États-Unis et lui. C'est un moyen, évidemment, des États-Unis de venir s'occuper de ce qu'ils ne regardent pas, à savoir des affaires des pays africains et des affaires de la France, ancien grand colonisateur, qui a encore des liens étroits avec tous ces pays. Et donc, évidemment, De Gaulle refuse tout net, en déclarant direct, il coupe carrément, pratiquement la parole à Kennedy, en disant que les concertations, ça n'aboutit jamais à des accords pratiques, et la seule chose qui l'importe, c'est les accords pratiques. Donc là, Kennedy se prend une gifle, il est tout déçu, il ne sait pas trop comment en faire. Il rappelle qu'il avait proposé à Eisenhower le fameux triumvirate. J'ai expliqué dans la vidéo précédente, c'était l'idée de remplacer l'OTAN par une structure qui serait pilotée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, où chacun a un droit de veto. Ce qui les place à égalité pour la gestion finalement des affaires internationales mondiales. Donc les Américains refusent ça, puisqu'ils ont l'OTAN qui les place à eux en position de dominance sur tous les autres. Donc jamais ils vont accepter de remplacer une structure où ils sont les seuls décideurs, vis-à-vis d'une structure où il y a 3 décideurs dans la France. Ça jamais va avoir le cas. Et donc, du coup, De Gaulle en tire argument pour dire, voyez, j'ai proposé un accord pratique à ce moment-là, vous l'avez rejeté. Donc moi je ne vais pas continuer à faire des concertations. Donc c'est un drame pour Kennedy, parce que non seulement ça voit sa porte ouverte vers l'Afrique se fermer, le triumvirate, jamais il acceptera ça, donc finalement ça met le voile sur l'OTAN. Vous savez que je vous ai dit qu'un des objectifs de Kennedy dans cette rencontre, c'était d'amener De Gaulle à être à fond pour l'OTAN. Donc là il voit bien que De Gaulle envisage toujours de quitter cette structure, ou en tout cas de s'en désengager rapidement. Et en plus, De Gaulle ferme la porte à toute autre concertation, donc là, c'est le gros échec. Et on poursuit, parce que c'est pas tout. Voilà, à propos de l'OTAN, sur la défense générale à l'Alliance, je viens de vous en livrer déjà quelques éléments, mais je vais vous faire une lecture. Qu'arriverait-il si l'URSS attaquait avec des armes conventionnelles ? Donc là, c'est De Gaulle qui parle. Je doute fort, dans ce cas, que les États-Unis riposteraient par des moyens nucléaires, puisque, tout en donnant la mort à l'adversaire, ils l'attireraient également à eux. Ce serait en effet contradictoire avec la nature humaine. Il n'y a donc, et c'est bien naturel, aucune certitude que les États-Unis emploieraient les premiers l'arme atomique pour défendre l'Europe. Du coup, pour le général, ne pas avoir de défense propre, avec des alliés, bien entendu, devient intolérable. Le système atlantique d'une défense OTAN, intégré sous commandement américain, sans commandement national français, ne pourra pas tenir et ne tient déjà plus. Un État, un gouvernement ne peuvent pas garder leur autorité, leur prestige, s'ils ne sont pas, aux yeux du peuple, responsables de la défense nationale. La France ne veut donc pas rester prisonnière d'une formule d'intégration où elle perd sa propre responsabilité et où sa défense nationale est dénationalisée. Comprenez à quel point ça met un camouflet colossal sur Kennedy, puisque le deuxième grand pilier que Kennedy espère, c'est que la France renonce à ses propres armes nucléaires, par la prétention qu'auraient les États-Unis, grâce à l'OTAN, à défendre la France quoi qu'il arrive. De Gaulle il dit n'importe quoi, si les Russes attaquent avec des chars sans tirer aux armes atomiques, vous n'allez pas riposter à coups d'armes atomiques. Donc les Russes ils vont avoir le dessus en fait. Et donc nous on a besoin de nos propres armes pour empêcher ça. En gros c'est ça. Et donc jamais de la vie, une structure commandée à l'étranger ne sera garante de la sécurité du peuple français. Et donc le prestige des gouvernants c'est fini si on fait comme ça. Donc il commence à dire que déjà l'OTAN c'est fini. Comprenez que c'est aussi, ça participe de nos jours
Ici, les soi-disant dirigeants français n'ont dirigeants que le nom, ils n'ont aucun moyen d'action. Et en ce qui concerne la défense et la sécurité d'entre nous, du peuple français, ben, c'est l'OTAN toujours qui a ça. Et ça participe, si vous voulez, à la mauvaise perception et à la baisse de prestige des dirigeants français. Ils ne sont même pas aptes à défendre le peuple. Ils sont placés dans des structures supranationales qui leur ont volé tout pouvoir. L'Union européenne, l'OTAN. Donc pourquoi on les respecterait? Ils n'ont rien de respectable en fait. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas les moyens de nous défendre. Donc voilà. L'arme atomique, dont je vous ai mis, voilà, les USA essaient de convaincre De Gaulle de renoncer à la bombe française par tous les moyens. Je vous fais une autre petite lecture. Un peu plus tard, il vante les mérites de cette indépendance. Donc voilà, écoutez De Gaulle. Personne ne croit que les États-Unis soient disposés à remettre une partie de leur puissance atomique à quiconque. D'ailleurs, lorsque la France aura son armement atomique, elle n'en remettra non plus aucune partie à qui que ce soit. Je le sais fort bien, et c'est pourquoi je ne vous demande pas de nous donner ces armes, ni même de nous aider à en construire. Voilà la certitude de Gaulle, via les manœuvres bizarroïdes des Américains qui ont cru qu'ils allaient trouver là quelqu'un qui allait obéir à leurs injonctions, quand bien même elles sont complètement absurdes vis-à-vis de quelqu'un qui défend réellement les intérêts de la France et du peuple français. Poursuivons avec un résumé de la période, avec une lecture que je vous ai préparée en page 78, voilà ce qui a marqué. Au cours d'une de ces rituelles conférences de presse, le 14 janvier 1963, donc ça c'est plus tard que la rencontre, c'est bien après la rencontre, devant un parterre de 500 journalistes, le général, qui a pesé chacun de ces mots, envenime la situation. Il refuse catégoriquement de participer à une quelconque force nucléaire multilatérale, encore une proposition américaine désavantageuse pour nous, telle celle dont les Américains et les Britanniques ont esquissé l'idée peu de temps auparavant lors d'un sommet aux Bahamas, en tentant vainement d'y associer la France. Et il oppose un veto à l'entrée du Royaume-Uni dans le marché commun, car elle transformerait celui-ci, dit-il, en communauté atlantique colossale sous dépendance et direction américaine. De Gaulle ne s'y trompe pas, il savait que la Grande-Bretagne dans le marché commun dans l'Union européenne, en fait, ça signifiait tout simplement les États-Unis aux commandes. Donc c'est deux décisions gravissimes pour les USA. Deux décisions gravissimes qui vont amener les États-Unis à analyser la chose comme ça. Donc là, je vous cite une autre lecture. Le vieux diplomate Dean Acheson, c'est un Américain, parle d'une véritable débâcle américaine. Consultez, l'historien Arthur Schlesinger assure que De Gaulle, cohérent avec ses écrits précédents, ne plaisante pas. Il est une force naturelle et personne ne peut arrêter une tornade. Inquiet du caractère incontrôlable du général, le président Kennedy se sent impuissant. Ni les sanctions économiques, ni les pressions militaires, ni les offres partielles de coopération atomique ne paraissent pouvoir influencer le français. Écoutez ça. Personne, pas même ses intimes, ne savait ce que De Gaulle allait dire dans sa conférence de presse. Tonne JFK devant ses conseillers. Nous devons mieux faire pour savoir comment De Gaulle va agir dans l'avenir. Ils sont ennuyés, ils ont beau espionner tout le monde. Personne n'avait vu venir ces deux décisions incroyables. Pourquoi ? Parce que De Gaulle n'en avait tout simplement parlé à personne. De Gaulle, il est souverain. De Gaulle, il décide, fondamentalement et en son âme et conscience, en fonction des intérêts objectifs de la France et en fonction de la prise en compte des réalités, de ce qu'il convient de faire. Et ça, les États-Unis ne peuvent pas le supporter. Il n'est pas influençable, il n'est pas espionnable. C'est horrible. Donc, ils vont développer une véritable paranoïa à propos de De Gaulle. Voilà, je vous ai mis parano américaine. Alors, écoutez ça. La suspicion est telle que le président américain, alerté par un présumé rapport de renseignement britannique sur un futur rapprochement franco-soviétique, en fait c'était un document qui se révélera être un faux, ordonne à la CIA, le 1er février 1963, de tout mettre en œuvre pour découvrir ce que De Gaulle mijote avec les Russes. Et en fait, parallèlement à ça, ils vont réellement étudier la possibilité, si jamais il devait en arriver là, d'envahir militairement la France. Tellement De Gaulle les pousse à l'impossibilité de s'en accommoder. Ils sont dépassés par De Gaulle, qui n'arrive pas à contrôler, et ça les met hors d'eux. Et je vais finir, De Gaulle devient ennemi public numéro 1 aux États-Unis, c'est pas une blague, c'est la presse américaine qui en parle. Écoutez ça, dans la presse américaine à ce moment-là, De Gaulle est comparé à Napoléon, mais aussi à Hitler. L'ennemi public numéro 1 pendant quelques jours aux États-Unis, ce n'est pas Khrouchtchev, mais De Gaulle. Vous vous rendez compte, comme si vous voulez, la puissance américaine qui fait la fanfaronne à travers le monde et qui vient comme ça expliquer qu'elle a des bonnes idées qui en fait n'intéressent qu'elle. Et comme ce sont les plus forts avec leur style
à la relation publique et à la séduction, ils ont cru qu'ils allaient pouvoir avoir tout le monde. Mais De Gaulle, ils pourront pas l'avoir. De Gaulle, ils n'arrivent pas à tout savoir, et De Gaulle, il prend ses décisions, et De Gaulle, il tient compte des réalités, des intérêts de la France. C'est un système de direction de notre pays qui les insupporte. Ça trahit beaucoup ce que, fondamentalement, font les États-Unis dans le monde. Et ça trahit, bien sûr, évidemment, ce que vont faire les dirigeants français après De Gaulle. Puisque vous comprenez bien, c'est pas un scoop, et c'est pas vous gâchez la fin, parce que malheureusement, la fin, on la vit, que de comprendre que par la suite, à chaque fois que les présidents américains viendront dicter ce genre d'idées qui ne correspondent absolument pas à nos intérêts, que vont faire les présidents successifs? Qu'est-ce que vous croyez qu'il a dit Giscard? Qu'est-ce que vous croyez que Pompidou? Qu'est-ce que vous croyez que Chirac, Sarkozy? Qu'est-ce que vous croyez qu'ils font, ces gens-là? Ce sont carrément des gens qui sont formés aux États-Unis. Et voilà, pour cette partie sur De Gaulle en lien avec la présidence de Kennedy. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous rappelle que la partie sur De Gaulle est organisée avec 2 chapitres en lien avec Eisenhower, on les a vus la dernière fois. Kennedy, on vient de le voir. La prochaine fois, c'est plutôt quelque chose de politique intérieure, affaires algériennes, etc. Ensuite, 5 chapitres en lien avec Lyndon Johnson et 2 chapitres avec Richard Nixon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Cette vidéo est un peu longue, je m'en excuse. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Et je vais essayer de sortir une vidéo tous les jeudis dans l'après-midi. Je vais essayer de me régulariser, une sortie tous les jeudis dans l'après-midi, ça me semble crédible, sauf contre-temps, etc. Donc voilà, à jeudi prochain si tout va bien, restez curieux, salut à tous.